Je prends ce visuel qui a été partagé par CryptoRank. Ça, ce sont toutes les crypto-monnaies qui ont été définies comme securities depuis le début et non pas depuis cette dernière semaine. Et bon, qu'est-ce qu'on retient? Déjà, il n'y a pas Ethereum dedans. Il n'y a pas l'USDT ni l'USDC dedans, en stablecoin collatéralisé. Ni Bitcoin. Il n'y a pas Bitcoin, c'est effectivement important de le préciser. Mais par contre, on peut voir par exemple qu'il y a Dash. Moi, ça m'embête un petit peu. J'ai un peu de mal à cerner pourquoi, parce que Dash, c'est une crypto-monnaie en proof of work qui a effectivement des masternodes, mais c'est avant tout une crypto-monnaie en proof of work qui n'a pas fait d'ICO à ma connaissance. Ce serait quoi qui leur serait reproché? De la centralisation, de la génération de rendement via les masternodes? Je sais pas trop. Si vous voulez, aujourd'hui, il y a eu un gros coup de marteau. Enfin, cette semaine, il y a eu un gros coup de marteau. Voilà, on qualifie plein d'actifs comme des securities, on attaque des exchanges et tout, mais en fait, on fait que remuer des arguments qui reviennent en boucle. Je veux dire, la réglementation, on vous en parle dans plein d'émissions. Il n'y a rien de très nouveau, si ce n'est qu'il y a un vrai débat de sourds, en fait. Il y a un débat de sourds entre, je dirais, Coinbase et la SEC. C'est-à-dire que la SEC, en fait, au final, ça se résume à dire tout est une security sauf Bitcoin. Et si vous vouliez avoir toutes les licences qu'il faut bien, bah, vous pouviez. Mais à ce moment-là, il fallait considérer tous les actifs comme des securities. Et face à ça, merci beaucoup Linfray pour le sub. Et face à ça, on va avoir des exchanges qui disent bah moi je suis juste pas d'accord. Je suis pas d'accord, ce ne sont pas des securities. Ou alors à ce moment-là, bah, dites clairement pourquoi c'est des securities. Et c'est ce que j'ai noté ici. Est-ce qu'il faut que ce soit du proof of work? Est-ce qu'il faut qu'il n'y ait pas de pré-mine? Ce que j'appelle du pré-mine, du coup, c'est quand tu émets une crypto-monnaie, bah, de dire une partie de la masse monétaire, elle va être dans les caisses d'une fondation ou d'investisseurs en particulier ou autre. Bref, on va allouer en avance une partie des crypto-monnaies. Et à ce moment-là, bah, y a un débat, quelle est la différence avec de l'actionnariat? Ici, ça se comprend. Ensuite, il y a les ICO. Il faut savoir qu'Ethereum a été une des premières ICO et c'est une ICO qui a été financée avec des bitcoins et non pas des dollars américains. Donc là aussi, est-ce qu'il faut que ce soit financé en bitcoin qui n'est donc pas une security, ou est-ce que le fait que ce soit financé en dollars américains, bah, ça fait que derrière, on est dans une security? Le manque de documentation. Alors, pour vous donner plus de détails, c'est quelque chose qu'on voit notamment avec Mika. L'idée, c'est de dire, bon, bah, ok, tu veux émettre une crypto-monnaie, tu veux lever des fonds avec. Eh bien, la première étape, c'est déjà de te rapprocher de ton régulateur. Donc, si tu es américain ou tu touches une cible américaine, bah, ça va être CFTC, SEC et probablement d'autres. Si c'est la France, ça va être l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Si c'est la Suisse, ça va être la FINMA, etc. Vous avez compris. Donc, ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est de créer une documentation où tu dis exactement ce projet, il va faire telle chose, il va pas faire autre chose, il va pas y avoir de changement de politique toutes les 5 minutes. Une partie du supply, ça va être pour la fondation, une partie du supply, ça va être pour un autre, etc., etc. Ça peut être un argument qui est avancé. C'est-à-dire que Bitcoin, on a eu un white paper qui était parfaitement clair, on a eu de la documentation supplémentaire sur Bitcoin Talk. Sur Ethereum, on a eu le white paper, puis plus tard le yellow paper sur la partie technique. Le white paper, c'était la vision, le yellow paper, c'était plutôt le fonctionnement, la consommation du gaz, quelque chose de beaucoup plus technique. La suite, ça peut manquer de documentation. Alors, moi, je serais tenté de dire qu'une grosse partie des jetons listés ici avaient de la documentation, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de coins pourris qui ont fait des ICO où tu avais juste un site web avec un white paper 4 pages, une promesse de rendement et fin de l'histoire. Et là, à ce moment-là, on se pose la question. Dernier point, la gouvernance. Est-ce que c'est suffisamment décentralisé? J'entends par là, est-ce qu'il n'y a pas un groupe ou une personne qui maîtrise le protocole? Donc, ce qui pourrait être reproché dans le cas d'Ethereum, c'est de se dire que la fondation a trop de pouvoir ou que Consensus a trop de pouvoir. Dans le cas du BNB de Binance, bah, ce serait de dire que c'est CZ qui tire un peu toutes les ficelles. Et dernière chose que j'ai notée, bah, la façon dont la promotion est faite via des influenceurs, via des exchanges, via des VC et compagnie. Voilà, c'est une question ouverte. Je sais que la SEC a exprimé dans des longs documents pourquoi c'était une security, pourquoi ils attaquaient de telle ou telle façon. Ces documents, je ne les ai pas lus, mais sachez que sur l'article dédié à toutes les infos de l'attaque qu'on a mis sur Coin Academy, vous pouvez retrouver ces documents. Je me permets de vous le mettre dans la description YouTube. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la ligne de défense de Coinbase, ça a toujours été la même. Ça a été de dire, les gars, nous on discute ensemble depuis longtemps, on n'a jamais eu la clarté qu'on voulait. En plus, pire, dans le cas de Coinbase, ça ne vous a pas empêché d'autoriser Coinbase à être en bourse. Donc d'un côté, vous nous autorisez à aller en bourse, et d'un autre côté, vous nous attaquez sur des fondements qui sont un peu limites, quoi. Donc qu'est-ce qui a changé? Ce qui est assez aussi intéressant à mettre en avant, et c'est une réflexion que se posait notamment CryptoDonald et CryptoCred dans un des derniers contenus sur Technical Roundup, pour les citer, c'est le fait que aujourd'hui, ça a l'air vraiment d'être une vendetta personnelle et que... En fait, on a un régulateur qui comment dire, exprime une opinion ultra
clair, même personnel, alors que c'est pas forcément son rôle. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, tu connais pas forcément le nom du mec qui s'occupe de la régulation des crypto-monnaies, ou en tout cas des marchés financiers au UK, ni nécessairement en France. Là, pour le coup, Gary Gensler est mis sur un piédestal et utilise ce piédestal-là pour donner son opinion, alors que lui, son objectif, c'est juste d'appliquer la loi, en fait. Et d'en créer une aussi, mais il doit pas forcément avoir une opinion ou forcément tout créer par lui-même. De ce que je comprends, il a aussi des comptes à rendre aux personnes qui sont au-dessus de lui et appliquer justement ce qui est voté au-dessus de lui, en fait. Le fait qu'il ait une opinion forte, comme quoi il disait je crois pas qu'on ait besoin de plus de monnaie numérique, etc. Est-ce que c'est vraiment à lui de dire ça? Est-ce qu'on entend ça dans les autres pays? Non. Et j'ai vraiment l'impression, comme il disait aussi, que le fait que il est postulé chez Binance a priori et qu'il s'est fait recaler. En tout cas, je sais pas à quel point c'est sourcé, mais en tout cas, c'est revenu à de multiples reprises. Et le fait qu'il était cul et chemise avec FTX et qu'il était sur le point de leur donner une autoroute pour que justement ils soient les acteurs privilégiés aux US pour les crypto-monnaies, ça fait de lui un petit peu un guignol auprès de ses supérieurs et auprès globalement de la communauté visée, et que du coup à cause de ça il essaye de tout rattraper d'un coup et en faisant une sorte de all-in super attaque contre les cryptos à base d'enforcement et donc de poursuite en fait de toutes les entités de l'écosystème, hein. Il y a une différenciation entre Coinbase et Binance dans le sens où Binance ils sont attaqués notamment pour la gestion de fonds et le fait qu'ils aient manipulé des fonds, qu'ils aient mixé des fonds propres à des fonds de clients, en plus de proposer des securities. Donc c'est pas tout à fait la même chose que Coinbase, mais voilà, encore une fois, tu l'expliquais juste avant, c'est juste un non-sens d'accepter en fait c'est l'IPO, c'est le fait que Coinbase rentre en bourse aux États-Unis et que donc la SEC est confirmé, validé, approuvé cette IPO, et puis derrière se dire en fait on n'avait pas vu ça, désolé les gars, en fait du coup c'est mort. Donc ça donne juste l'impression qu'ils font mal leur travail et que il est un peu en train d'essayer de all-in et de trouver une solution à tout pour se redorer son blason et taper d'un gros coup pour dire je fais bien mon boulot, voilà. C'est clownesque parce que il a retourné sa veste 15 fois. Là tu vois dans ce bout de vidéo qui date, il disait quoi? Vous avez pas le son, mais en gros il explique que la SEC expliquait que peu importe ce qui a été fait en 2014, exemple Ethereum, donc qui a eu du pré-mine, qui a eu du coup une certaine concentration de pouvoir entre Vitalik et le gars de Consensus, etc. Le plus important, c'est s'assurer que après ce soit décentralisé pour considérer que ce ne soit pas une sécurité. Ça, c'est ce qui a été dit par Gary par le passé, et je pense que c'est pour ça qu'Ethereum est un peu à part, parce que sinon il y aurait une contradiction totale entre ces propos tenus là et le cas d'Ethereum. Sauf qu'Ethereum à l'époque c'était un proof of work, que le pre-mine, comme je vous disais tout à l'heure, ça a été décidé, clarifié, et en plus de ça l'investissement il a été fait en Bitcoin, il n'a pas été fait en dollars américains. Donc je pense qu'ils y vont vraiment à tatillon sur le cas Ethereum, parce qu'en plus de ça Ethereum il y a un gros network effect, il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de jetons sous-jacents, et que s'ils prennent une décision dans le cas d'Ethereum, ça peut avoir un impact vraiment catastrophique. Donc ça je le comprends. Dans le cas de Bitcoin, je le comprends aussi, parce que c'est du proof of work, il n'y a même pas eu de pre-mine, il n'y a même pas eu de discussion là-dessus. Maintenant, on en revient au débat de tout à l'heure, quand je vous affichais un petit peu tous les coins qui sont considérés comme des securities, on aimerait bien savoir pourquoi chaque jeton est considéré comme une security. Moi, je peux comprendre que le BNB soit considéré comme une security. Surtout, ça va de pair aussi avec toutes les histoires avec Binance, mais en vrai, ce que ça fait peur, là où ça nous fait peur, je pense, c'est que là où il faut aller un petit peu plus loin dans la réflexion, c'est que le BNB est considéré comme une security, mais pourquoi, je sais pas, le BGB de BitGet ou le OKB de OKX ou j'en sais rien, tous les jetons d'exchange ne seraient pas considérés comme des securities. Donc, en tout cas, pas maintenant, pas officiellement. En tout cas, pour moi, lorsqu'on aura une vraie décision sur le cas de est-ce que Binance le BNB est une securities ou pas, pour moi, ça impliquera si les jetons d'exchange sont des securities ou pas, enfin, dans la manière dont ils sont bâtis, à partir de la manière dont ils sont bâtis actuellement. Et je pense que ça, on peut appliquer ce raisonnement à d'autres. Ouais, mais tu vois, on est toujours dans la spéculation, c'est-à-dire qu'on a beau faire des tonnes d'émissions, se tenir au courant de la situation, décrypter, c'est pas dit clairement. Ou à ce moment-là, c'est de dire s'il y a eu des fonds de levée, c'est une security. Et si effectivement
la réflexion c'est de dire il y a eu des fonds de levée, c'est une security, bah, tout le monde passe à la casserole, à l'exception de Dash, comme je le disais tout à l'heure. Dash, je ne comprends pas pourquoi il est dans l'eau. Mais de mémoire, qui a levé des fonds ici? Bah, c'est pas le cas d'XRP. XRP, ils n'ont pas levé de fonds. Ils ont d'abord émis une monnaie, après ils l'ont vendue, mais ils n'ont pas levé de fonds. Je veux dire par là, il n'y a pas eu d'étape private investor, etc., etc. Ils sont arrivés sur les exchanges, etc. BNB, franchement, je vois pas comment c'est pas une security. C'est pas contre Binance, hein, mais c'est juste dans le procédé d'avoir dans un premier temps levé des fonds, un token exchange, et de l'avoir transformé ensuite en une espèce de blockchain qui n'était pas EVM, et ensuite de l'avoir transformé en blockchain EVM et d'avoir mis quelques nœuds validateurs pour dire ouais, regardez, il y a de la décentralisation. Ok dans les étapes, mais pour moi, je vous dis sincèrement, ça aurait dû commencer un peu plus décentralisé. Ça aurait dû commencer du départ. Alors après, là, ça fait un petit peu déguisé, c'est ça que tu veux dire? Ouais, après, j'ai pas lu le white paper du BNB, je vais pas vous mentir, ça se trouve du départ, ils l'ont dit, mais des informations que j'ai à ma disposition, difficile de pas qualifier ça comme une security. En soi, l'impact concret aussi, je pense que c'est ça qui intéresse les gens, c'est qu'est-ce que ça va changer pour vous si un jeton que vous possédez est une security. Moi, ma perception de la chose, c'est qu'aujourd'hui, les exchanges de crypto ne peuvent pas lister des securities, et de ce fait-là, donc la ICC, elle a comme pouvoir de réguler les marchés financiers aux États-Unis. Et donc, ce que ça voudrait dire, c'est que justement, tous les résidents américains ou les entreprises américaines ne pourraient pas accéder ou trader ces jetons. Donc, en soi, ces jetons seraient, pour le moment, toujours tradables, utilisables, accessibles depuis, par exemple, l'Europe, l'Asie, etc. Mais, en gros, on enlèverait les États-Unis de la carte pour le trading d'altcoin. Ce qui est très dangereux aussi, c'est que ça va même au-delà de pouvoir trader. Je suppose que ça va même jusqu'à l'investissement. C'est-à-dire à quel point un VC américain, à quel point un fonds d'investissement ou un hedge fund américain a le droit de spéculer ou même d'investir dans des projets qu'ils considèrent comme des securities et qui sont non enregistrés auprès de la ICC. Donc je ne sais pas à quel point, par exemple, si un fonds américain a ça tout simplement dans leur holdings, dans leur folio, est-ce qu'ils doivent vendre les actifs ou est-ce que c'est fine ou est-ce que ça va être ou est-ce que ça va pas être rétroactif et donc il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets, gros. Et puis même, l'Europe, est-ce que l'Europe va avoir une vision différente de la chose? Est-ce que l'Europe va être capable d'avoir une opinion indépendante? Les États-Unis prouvent que ça, c'est une security, et nous, on trouve pas, pour faire très simple. Moi, ce qui m'embête dans cette histoire, juste pour répondre à quel impact ça peut avoir, c'est un peu le sujet de cette émission, au final. L'impact numéro 1, c'est l'effet de réseau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est perdu pour un jeton ou plusieurs, ou même tous les jetons de la liste, qu'est-ce qui va se passer instantanément? C'est que déjà, tous les exchanges il va y avoir plein d'investisseurs qui vont s'en débarrasser aussi. Il va y avoir plein de business qui ne sont pas nécessairement des exchanges ou alors des exchanges à plus petit niveau qui vont délister. Donc tout le monde va s'en débarrasser comme la peste et tout le monde va prendre le choix de logique de se dire, sauf s'il y a de l'ego derrière, ok, pourquoi moi j'irais continuer d'investir sur ce truc qui vient de se faire tirer dessus? Pourquoi prendre le risque en fait? C'est ça, alors qu'il y en a d'autres qui se sont pas fait tirer dessus, probablement pour les bonnes raisons. Et pour moi, après j'ai du mal à croire que cette liste soit définitive, parce que en soi ces projets-là, c'est juste qu'ils sont, je suppose, pas mal capitalisés et que c'est pour ça que les régulateurs américains les a mis dans la liste. Mais en soi, concrètement, le nombre d'altcoins qu'on pourrait mettre dans cette liste, si la ICC est impartiale et prend vraiment le temps d'analyser la majorité des altcoins sur le marché, je pense qu'elle est énorme. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la majorité du marché. Ouais. C'est la quasi-intégralité du marché. Ça crée beaucoup en fait d'incertitude pour les investisseurs, parce que du coup, voilà, pourquoi investir dans des alts, c'est prendre des risques soit considérés comme securities, alors que, par exemple, je peux investir dans Bitcoin et j'ai pas ce risque-là. De même pour peut-être Ethereum. Alors Ethereum, il y a toujours cette question qui se pose. Hein. J'ai l'impression que la question se pose moins que pour ces alts, en tout cas du côté du régulateur. J'ai l'impression que le régulateur a du mal à prononcer le mot Ethereum. Mais en attendant, il va falloir se battre. Donc Coinbase veut se battre, Ripple veut se battre, Binance veut se battre. Solana dit ne pas être d'accord, Cardano aussi, mais il y a dire je ne suis pas d'accord et il y a se battre. Donc ça, on va voir comment ils se défendent. En tout cas, pour ceux qui nous posent depuis tout à l'heure la question, qu'est-ce qu'une security, qu'est-ce qui n'est pas une security? Il y a déjà le OE test qui permet de le savoir. Donc le OE test, c'est dire est-ce qu'il y a un jeu de l'argent en jeu? S'agit-il d'une entreprise commune? Y a-t-il une recherche de profit? Et est-ce que le succès du projet dépend
dépend de personnes tierces. Alors là, je fais un gros big up à Grand Angle Crypto qui a fait une super vidéo qui est sortie tout à l'heure sur le sujet qui explique le cas Binance et qui explique le cas Coinbase. Je vous la mettrai en description. Je me permets également de la mettre dans le chat. En résumé, donc il y a plein d'accusations, mais ce qu'on va en retenir, c'est que la SEC accuse déjà Binance de ne pas s'être conformément enregistré. C'est-à-dire que Binance, dans un premier temps, Binance Inter. Ensuite, la SEC leur a dit, écoute frérot, là tu touches les investisseurs américains. Ils ont fait, ah oui, c'est vrai. Ils ont créé une entité américaine, ils se sont rapprochés d'un régulateur contre le blanchiment d'argent, mais c'est pas la SEC, c'est pas la CFTC. Et ensuite, ils ont lancé leur activité. Donc au final, ils n'ont pas fait tout ce qu'il fallait faire sur le sol américain pour toucher un public américain. Donc ça déjà, c'est ce qui leur a été reproché. Ensuite, bon, il y a une deuxième accusation, c'est qu'apparemment, ils auraient envoyé des fonds à des sociétés tierces qui sont contrôlées par CZ et d'autres employés Binance pour faire du market making et faire du wash trading aussi. C'est-à-dire que j'ai vu qu'apparemment, je suis allé voir chez nos confrères Cryptonautes, Binance US, pardon, est accusé d'avoir fait du wash trading avec la quasi-intégralité des jetons qu'ils ont listés au lancement. C'est-à-dire au début, ils avaient 51 jetons, et bah sur 48 d'entre eux, visiblement, ils auraient fait du wash trading. Et après, ils auraient continué activement d'en faire sur 51 des 58 jetons disponibles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme accusation? Parce que franchement, il y en a plein. Et je suis en mode, ils vont devoir se défendre sur chaque accusation. Et j'espère qu'ils ont les fesses propres sur chaque accusation. Parce que chaque accusation qui passe, ce sera pas la mort de Binance. Au pire, ils paieront une grosse amende. Mais ce sera un gros bad buzz pour eux. Gros bad buzz. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on retient de cette vidéo? On retient qu'il y a un projet de loi qui traîne un petit peu, qui ferait passer la majeure partie des cryptos en tant que commodity, c'est-à-dire matière première, et donc ce serait plus régulé par la SEC, il serait sorti du circuit, ce serait supervisé par la CFTC. Alors ça voudrait pas dire qu'on est sauvé, mais ça permettrait peut-être de relancer les dés, donc la commission du trading des matières premières. Ensuite, Bitcoin n'est pas considéré comme problématique, et visiblement Ethereum non plus, et comme je disais ici, voilà, l'ICO d'Ethereum a été financé en Bitcoin et pas en dollars américains. Franchement, il y a eu plein d'accusations, mais moi ce que je trouve quand même rassurant, c'est le cas de Coinbase qui s'exprime et qui dit la SEC a examiné nos activités et nous a permis de faire une IPO, donc de se lancer en bourse. Il n'y a pas de voie pour rentrer et s'enregistrer. Nous avons essayé à plusieurs reprises, donc nous souscrivons pas de titres, nous rejetons la grande majorité des actifs que nous examinons. Voilà, c'est dire nous aussi on a fait un travail de filtre de notre côté pour pas accepter toute la merde qui existe et qui a été listée sur Coinbase. On considère que ça n'a pas à être des securities. La SEC et la CFTC ont fait des déclarations contradictoires et ne sont pas toujours d'accord sur ce qu'est un titre et une marchandise. Donc là c'est pareil, ils appuient sur le fait, bah les gars, vous avez jamais dit les mêmes choses au même moment et vous nous reprochez derrière de ne pas respecter les règles. Et voilà, après ils parlent de l'introduction d'une nouvelle législation. Donc on aura passé beaucoup de temps sur cette actualité, mais bon, le cœur du problème c'était ça. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.